confiance, crois en moi. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Va te faire suivre qui a pour sujet l'hypnose thérapeutique. Donc oui, j'insiste sur le thérapeutique, puisque cela n'a strictement rien à voir avec l'hypnose de spectacle à la Mesmer, donc non, un thérapeute certifié ne vous fera jamais faire la poule pour vous ridiculiser en public. Dans cette vidéo, nous allons tout d'abord définir ce qu'est l'hypnose, sur quoi elle se base et quelques standards de la pratique et surtout la question importante à se poser, est-ce que ça fonctionne ? En seconde partie de vidéo, comme toujours, nous allons illustrer ce qui a été dit dans la première partie à l'aide du film Get Out, film que je vous conseille de voir avant cette vidéo car il est sympa comme tout, bien que absolument faux en de nombreux points pour ce qui concerne la pratique thérapeutique réelle et contemporaine. L'hypnose est un état de conscience modifié. C'est la définition la plus simple et certainement la plus répandue de l'hypnose. Malheureusement, quand on a dit ça, on n'a rien dit. L'hypnose véhicule encore tout un tas de mythes et de contre-vérités. Cela est aussi bien dû au cinéma, comme nous le verrons par exemple en seconde partie de la vidéo, qu'à l'hypnose de cabaret, qui s'appuie directement sur ce côté magique dont le thérapeute veut se démarquer, mais à la fois ce qui fascine le plus le public. L'hypnose thérapeutique est donc une méthode qui s'appuie notamment sur la modification de l'état de conscience d'une personne pour obtenir d'elle des processus imaginaires augmentés et des défenses psychiques en baisse pour parvenir à la résolution de problèmes spécifiques, physiologiques et ou psychologiques. L'hypnose sera utilisée selon différentes méthodes par le professionnel dans le but d'accompagner son patient vers un but précis qui aura été spécifié en commun par le soignant et le patient. Enfin, il me semble important de signaler deux choses fondamentales à propos de l'hypnose et la transe hypnotique. Tout être humain a déjà expérimenté un état d'hypnose. Ça nous arrive vraiment très fréquemment. L'exemple le plus courant, mais à la fois le plus parlant, c'est quand on fait un trajet habituel en voiture et qu'à la fin on éteint le moteur en se demandant comment on en était arrivé jusque-là. Autre exemple, lorsque vous lisez un livre et qu'arrivé à la fin de la page, vous vous rendez compte que vous lisiez mais pensiez à complètement autre chose. La deuxième chose importante, c'est que nous sommes tous hypnotisables. Les personnes qui vous disent que ne pas être hypnotisable sont en général des personnes qui n'ont jamais rencontré un hypnothérapeute qui lui va sélectionner et confectionner des inductions spécifiques et adaptées au sujet. Donc tout le monde peut être hypnotisé du moment que l'on adapte le temps et la méthode d'induction. L'évaluation de l'hypnose en médecine soulève de nombreuses questions, mais force est de constater que de plus en plus d'études sont engagées dans ce domaine, y compris en France, et que les résultats sont, suivant les domaines de recherche, très significatifs. Je dis selon les domaines de recherche parce que sur le plan psychothérapeutique, il y a beaucoup d'écarts selon les études pour rendre compte de l'efficacité de l'hypnose pour ce qui a trait à la psychopathologie. En revanche, sur des domaines comme l'analgésie, la perte de poids, la réduction du stress et l'immunologie, oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, je vous encourage à aller voir les sources en description, les données actuelles sont significatives quant à l'efficacité de l'hypnose. Il y a aujourd'hui trois grands domaines d'utilisation de l'hypnose. L'hypnosédation, utilisée principalement en anesthésie, l'hypnoanalgésie, contre la douleur, et l'hypnothérapie, à visée psychothérapeutique. Suivant la formation initiale du professionnel et l'objectif recherché, il va utiliser différentes structures de séances et différentes méthodes d'induction et de suggestion. Les séances d'hypnose contemporaines vont donc beaucoup s'adapter aux patients et sont loin d'un discours plaqué d'un hypnotiseur tout-puissant. Grossièrement, lors d'une séance d'hypnose, on va avoir une première phase dite d'induction hypnotique. Durant cette phase, le thérapeute va par divers moyens faire entrer la personne en transe hypnotique, le fameux état de conscience modifié. Que ce soit de façon très directive ou non, l'induction va faire appel à une anamnèse, c'est-à-dire l'histoire du patient, ainsi qu'à l'observation de tout un tas de canaux que l'on va relever comme spécifiques au patient en question. L'induction va donc sans cesse faire appel à ce que vit, ce que ressent et le rapport que l'individu a avec son environnement. C'est ce que l'on appelle la ratification, le VACOG et autres termes que je ne vais pas aborder ici car c'est pas du tout le but. La deuxième phase importante sera la phase de suggestion. Durant cette phase plus ou moins longue, selon l'objectif de la séance, l'hypnothérapeute va, selon son référentiel, être encore une fois très directif, hypnose ericksonienne par exemple, ou inviter davantage son patient à être actif de sa séance et ainsi faire de la communication hypnotique. Les deux méthodes fonctionnent, mais vont devoir être privilégiées selon la problématique et l'effet escompté.
Malgré tout, plus la problématique va être complexe ou profonde, plus le thérapeute risque de choisir une communication hypnotique afin de rendre son patient le plus actif possible de son changement et de sa séance. Une autre différence importante va être soit de focaliser l'attention sur un point très précis ou de justement tâcher de faire grandir l'état de conscience. Dans un cas, le thérapeute oriente la concentration pour accéder, lui, à l'inconscient du sujet. Dans l'autre cas, on est proche d'une pleine conscience qui permet au sujet d'avoir accès à une partie de son inconscient et ainsi augmenter ses capacités de résolution de problèmes. Une fois les phases d'induction et de suggestion terminées, l'hypnothérapeute va ramener le sujet doucement et respectueusement à son état de conscience normal dans l'ici et maintenant. Au vu des données de la littérature, il n'a pas été rapporté d'effets secondaires graves de l'hypnose. Cela ne permet pas d'exclure leur existence, mais permet de dire que si de tels effets existent, leur fréquence est relativement rare, comme des céphalées, de la somnolence, des vertiges, de l'anxiété et la création de faux souvenirs. Le risque semble plutôt exister au niveau éthico-juridique, avec notamment le risque de manipulation psychologique et les fameux faux souvenirs. Et des chartes éthiques sont souvent proposées par les associations de professionnels afin de garantir et de veiller à l'intérêt et au bien-être du patient. Comme vous l'aurez compris, le problème ne vient pas tant de la méthode que du professionnel, de sa compétence et de son éthique. Donc, faites très attention à la formation de votre hypnothérapeute, car ce titre n'est actuellement pas protégé en France et n'importe qui peut s'autoproclamer hypnothérapeute en ayant peu ou pas de formation de psychopathologie et ainsi faire dans le meilleur des cas rien du tout, dans le pire qui peut aggraver votre trouble. À présent, faisons un rapide tour d'horizon de ce que n'est pas l'hypnose en nous appuyant sur le film Get Out où Chris se fait soi-disant hypnotiser. Attention, je vais dévoiler beaucoup de l'intrigue principale du film, donc n'hésitez pas à aller le regarder avant de poursuivre cette vidéo. Chris est un jeune homme intelligent et doué dans la photographie. Il est décrit comme quelqu'un qui a un œil particulier et que son regard sur le monde lui permet justement de gagner sa vie. Voilà donc deux éléments importants. Il n'est pas naïf et il semblerait que ce soit une personne plutôt portée sur le visuel que l'auditif ou le kinesthésique. Or, lorsque son beau-père, dirons-nous, lui propose de se faire hypnotiser pour arrêter de fumer... Laisse ça à Missy, elle va t'en débarrasser. Ah ouais? Comment? Par hypnose. C'est un service que nous pouvons fournir. Je pense que ça va aller. Celui-ci dit explicitement qu'il ne le souhaite pas. J'ai pas envie de remuer tout ça. Voici une première erreur que nous propose le film. On pourrait hypnotiser quelqu'un contre son gré. Et ça, c'est totalement faux, puisque le sujet doit toujours être partie prenante du processus pour lui-même se laisser porter par le thérapeute en qui il suppose un savoir et dont il attend de lui une aide. Nous avons donc une psychiatre, sa belle-mère, qui l'attend et commencerait à son insu une hypnose. Dans son discours, il n'y a aucune ratification, aucun appui sur ce qui serait propre à la personnalité de Chris. Tu es terrifié. Tu penses que c'est ta faute? Vous êtes pas en train de... Où étais-tu lorsqu'elle a eu l'accident? Tu l'entends? Trouve-la. Dis-moi quand tu l'auras trouvée. Comme nous l'avons vu plus tôt, un hypnothérapeute fait son induction en s'appuyant sur les spécificités de son patient. Ici, ce n'est pas le cas. Elle est très directive et parle selon sa propre vision des choses. Maintenant, laisse-toi engloutir. Quoi? Non, non, non. En l'occurrence, elle n'utilise aucune technique connue et avérée d'induction hypnotique. Nous sommes dans la formule magique et pas dans l'induction. Aspect très important du film, le son de la cuillère sur la tasse de thé. On aurait pu penser à un ancrage auditif, mais une fois encore, l'ancrage se fait une fois que le patient est en transe hypnotique et pas avant, donc ça ne tient absolument pas. On pourrait aussi penser à un conditionnement de bas étage, mais là encore, cela nécessite un apprentissage qui n'a jamais eu lieu. Personne ne peut vous faire ça. Enfin, parlons un peu de l'amnésie dont serait victime Chris. Là encore, les techniques qui peuvent mettre en place un tel comportement ne sont absolument pas évoquées dans le film. On peut penser que c'est un choix en nous faisant vivre l'expérience de Chris, mais la mise en scène ne permet pas de penser sérieusement une telle éventualité. Dans tous les cas, il y a de très nombreux moments où Chris aurait pu dire non, dire stop, et que cela le fasse tout simplement sortir de sa transe, même si elle existait pour de bon.
Ce scénario outrepasse donc les règles les plus fondamentales de la pratique hypnotique et nous sommes clairement dans une fiction où la magie et la manipulation se substituent à une hypnose véritable. Donc si vous avez peur de l'hypnose, rassurez-vous sur le fait que rien ne peut vous être fait de force et que vous restez toujours maître de votre pensée et de votre libre arbitre. Je vais aller prendre un ou deux clichés. T'inquiète, vas-y. Ce nouveau numéro de Votre Faire Suivre est maintenant terminé. Merci de mettre un pouce, de partager la vidéo à qui pourra l'aimer, de vous abonner et de me dire en commentaire quelles sont vos croyances personnelles sur l'hypnose, que vous ayez déjà essayé ou non. Je remercie tout particulièrement Jonathan, tipeur de l'extrême, pour son aide précieuse. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me soutenir en cliquant sur un des liens en description ou en vous rendant sur ma page Tipeee. Restez maître de vous-même et d'ici là, n'oubliez pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. Donc n'hésitez pas à faire passer des mobylettes. Il y a de très nombreux moments où Chris aurait pu dire non, dire stop, et que cela se fasse tout simplement... Ah